Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous, très heureux de vous retrouver. Alors, est-ce qu'on a le début de la correction des marchés? Hier, on a vu quand même un mouvement assez, je dirais pas violent, mais assez important à la baisse sur le marché américain, bien qu'ils aient rebondi en fin de séance. On a un chandelier particulièrement rouge sous la résistance des 2100 points sur le S&P. Alors, la question reste ouverte puisqu'on est toujours en consolidation sous cette résistance. Est-ce que c'est le début finalement de la correction? Eh bien, c'est ce que je vais essayer de répondre aujourd'hui. Je sais que ça fait longtemps qu'on en parle, mais voilà, je pense que il y a des bons trades qui sont possibles depuis cette résistance et on va en parler dans un petit instant. Comme d'habitude, avant toute chose, sachez que cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Le trading avec effet levier toujours les gains et les pertes. IG un compte risque limité, pardon, prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Et voilà, cette présentation n'est pas un conseil d'investissement. Alors, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Loïc, bonjour moi, j'espère que vous allez bien. Edgy, que je salue également, son image ok. Merci pour cette confirmation, Edgy. Gérard, de même. Alors, j'espère que que vous êtes en forme ce matin. Bonjour François, bonjour Brice. Euh, voilà, bonjour à toutes et à tous. Euh, voilà, j'espère que vous avez passé un bon lundi. Alors voici le résumé de la séance américaine et asiatique. Donc ce matin, plutôt de la version au risque, hein, on le voit, les marchés américains qui ont clôturé dans le rouge. Alors on n'a pas non plus un sell-off, hein, le S&P qui recule que de 0,39%, mais quand même, c'est une baisse. Le DXY qui continue à progresser, le VIX qui bondit de 7%, près de 8, hein, on le voit, il revient proche de 15. Ce matin, on a le 10 ans US qui perd 3 points de base par rapport à lundi. Le yen qui est en légère hausse, le gold, le Nikkei et le MSCI Asie et Japon sont en baisse. Voilà donc plutôt de l'aversion au risque. Alors pourquoi le gold ne progresse pas? Eh bien tout simplement parce qu'on a le dollar qui vient faire pression sur le métal précieux. Au niveau du calendrier économique, alors quelques rendez-vous attendus, notamment l'inflation suisse, mais bon, ça va pas être non plus quelque chose d'hyper important, seulement pour le franc suisse finalement. Sinon vraiment, ce sera les ventes au détail de la zone euro à 11 heures, attendu à 2,10% pour le mois de janvier. Et, euh, et voilà, on aura un discours notamment de Carnet à la Chambre des Lords à 16h35. Voilà, donc très peu d'annonces macroéconomiques aujourd'hui. Euh, donc voilà. Au niveau des marchés actions, alors, vous le savez, S&P qui est sous une résistance. Alors je vais passer sur mon graphe pro real time. S&P, le voici, notre fameux S&P 500 dans cette zone de résistance entre le plus haut du 27 février et le plus haut du 16 octobre. Et vous voyez qu'on est toujours dans cette zone de prix. Alors la question de shorter le S&P se pose toujours tant qu'on est dans ce range. En 4 heures, on est toujours dans ce canal haussier. Mais voilà, on voit clairement la grosse divergence. Et cette divergence est dorénavant même, elle est visible sur l'unité de temps journalière. Donc moi, je réitère mes propos, et notamment ceux de Vincent, puisque vous savez qu'on a fait un webinaire, un webinaire en commun la semaine dernière. D'ailleurs, nous en faisons un à nouveau ce mardi à 11 heures heure française, hein. Donc je vous invite à nous rejoindre. Mais voilà, la semaine dernière, le thème c'était les indices et voilà, baissier, bearish sous ces résistances. Là, on a une divergence. Je ne vois pas ce qu'on doit attendre de plus pour passer à la vente si on veut vendre, bien évidemment, la résistance. On voit, alors s'il y a un signal qui serait particulièrement baissier, c'est si le RSI passe sous 50. Là, bon, ça sera clairement baissier et on est recherché un retracement d'au moins 38% de cette tendance. D'accord, donc 38% pour vous donner un ordre d'idée. 38%, vous voyez, c'est 2630 points. D'accord, donc on peut décider de shorter pour les traders agressifs comme la semaine dernière finalement, hein. Je n'invente rien ce matin. Stop au-dessus des 2820 points, qui est la résistance, d'accord, du 17 octobre. Donc ça fait un risque une petite quarantaine de points pour aller potentiellement chercher 160. Donc voyons, d'un point de vue ratio commandement, c'est un ratio commandement de 4 qu'on a là. Donc ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Et pour les traders qui souhaitent un peu plus de confirmation, faudra attendre que le RSI passe sous 50, tout simplement. Et si c'est le cas, eh bien, short, direction de la même objectif, c'est-à-dire 2630 points. Voilà, donc moi, je suis toujours baissier. Je suis toujours baissier, hein, sur les indices.
Rien de nouveau ce matin, mais on voit que ça commence, voilà, un peu. On n'a plus beaucoup de soutien hein, sur les marchés. Je vous rappelle, dimanche, on a Wall Street Journal qui a indiqué que Xi Jinping rencontrerait Donald Trump aux États-Unis pour signer un accord commercial aux alentours du 27 mars. Est-ce qu'on a eu un rallye haussier hier? Non. Alors, on a eu une ouverture haussière, mais ça a très vite corrigé. Donc, vous voyez que finalement, ce deal commercial, là, il faut du concret, c'est-à-dire c'est bien les annonces du Wall Street Journal, c'est bien les annonces de quelques officieux chinois ou américains, mais concrètement, on n'a rien de concret, on n'a rien de sûr. Hein. Donc voilà, à mon avis, le marché attend quelque chose de certain et je pense qu'il y a déjà beaucoup qui a été intégré dans les prix. Hein. Qu'est-ce qui a justifié ce rallye de 20% en ligne droite sans retracement sur les marchés depuis la fin décembre? C'est quoi? Un, le soutien des banques centrales, enfin le retour du soutien des banques centrales, et deux, et surtout le deuxième point, je pense, l'espoir d'un accord commercial. Donc l'accord commercial, il n'est pas intégré dans les prix à 100%, mais je pense qu'il y a une grande partie qui l'est. Donc il y a peu de marge de progression. Finalement, cet argument-là ne donne plus de biais haussier. On regarde les indicateurs de risque, le VIX, regardez la mèche. Regardez cette mèche. Ça, c'est une mèche importante à la hausse. Par ailleurs, on a quoi? On a une divergence sur le VIX. Sur le VIX, on a une divergence haussière également. Donc voilà, hein, il y a quand même pas mal, il y a une accumulation d'indicateurs pour le moment qui tourne en défaveur hein, du S&P tout simplement. Enfin, en faveur de l'aversion au risque, en faveur d'un nouveau sell-off. Alors pas forcément un sell-off comme on a connu en octobre où ça aboutit à du moins 20% d'un trimestre, mais au moins un moins 5, voire un moins 10, me semble clairement possible. Parce que si on revient en 2006, ça fait, il me semble, du moins 10%, hein, si je me trompe pas. Non, pardon, moins 7. Moins 7%. Donc vous voyez, un moins 7%, c'est pas énorme, mais ça reste quand même quelque chose d'assez sympathique à trader. Donc voilà, je pense que le biais, il tourne davantage, de plus en plus à la baisse, à mesure qu'on consolide sous les 2008. Voilà, donc voilà, moi j'ai une perspective plutôt baissière hein, sur le S&P 500. Si on regarde le Russell 2000 qui est les mid caps, les small caps normalement sont en avance, mais regardez les mid caps, ça commence à vous voyez, à flancher beaucoup plus que le S&P 500. Hein. Divergence baissière qu'on retrouve de façon assez accentuée par rapport au S&P qui est plutôt flat hein, de la divergence. Là, on a clairement une chute du momentum. Alors, on est toujours au-dessus de 50, mais on a une chute. Et en 4 heures, ça se voit encore mieux. Hein. Et d'ailleurs, le RSI qui consolide à 50, il est autour de 50. Regardez. Alors, non, pardon, là, c'est pas une divergence qu'on a, c'est bien sur du daily quand nous l'avons. Oui, sur le daily, on l'a pas sur le 4 heures, excusez-moi. Donc, donc voilà, donc là on voit que le RSI il teste un support qui lui a permis de rebondir enfin sur lequel il a rebondi le 8 février, le 23 janvier. Et vous voyez que là à ce moment-là, on avait une relance hein, du cours. Vous voyez, on avait des relances du marché. Donc là, on est en train de tester cette résistance, ce support. Concrètement, là, les bandes de Bollinger vont nous être un excellent indicateur pour nous donner un signal. Ça va être un indicateur pour donner un signal baissier, hein, tout simplement. Si on a une clôture en dessous, ça serait une première hein, depuis le début du rebond. Si on a une clôture en dessous, c'est direction les 1456. 1456, c'est quoi? C'est pareil, hein, il me semble que c'est 38% de retracement de cette tendance. Hein. Donc si je me mets en daily, point bas, point haut, 38%, vous voyez. Donc ça fait pas mal. Donc là, les bandes de Bollinger, on va clairement mettre voilà, prix qui croise à la baisse, bande de Bollinger inférieure, voilà, créer une alerte, hop, comme ça, nous serons au courant. Donc, si on a le Russell 2000 qui clôture sous la bande inférieure de Bollinger, en plus de cela, on avait une divergence. En plus de cela, on était sous une résistance parce que c'est pareil, le Russell 2000, il est sous la même résistance que le S&P 500. Il n'y a que le niveau de prix qui change. Hein, mais regardez, là, ce plus haut du 17 octobre, plus haut du 17 octobre, voilà. Vous voyez que on est
On est encore dedans. Donc c'est la même résistance hein, qu'on retrouve. C'est juste qu'on n'a pas le niveau du flash crash. Alors il me semble pas. Alors si on peut l'avoir, 27 février, vous voyez que si on. Alors, 27 février. Voilà, à peu près, hein. Euh, voilà, on est à peu près dans cette zone, vous voyez, dans cette zone de résistance. On voit résistance ici, résistance même là, hein, je vois pas pourquoi en fait je l'ai ramené autant. Hop, voilà. Vous voyez qu'on est dans une zone où on a eu quand même du mouvement, où ça a été un pivot. Donc si on passe au-dessus, bah, c'est invalidation de la stratégie, et là concrètement le Russell 2000 il ira chercher ses plus hauts historiques, et le S&P ira chercher les 2009, etc. etc. Mais là on voit hein, divergence sur le Russell qui d'ailleurs flanche un peu plus que le S&P 500. Le Nasdaq, qu'est-ce qu'il fait? Nasdaq, c'est globalement pareil, hein, regardez cette résistance, c'est-à-dire du 27, enfin on retrouve les mêmes points hauts, hein, tout simplement. On retrouve les mêmes points hauts, sauf que ceux du 17 octobre, là vous voyez que c'est pas ce sommet-là qu'il faut aller prendre, c'est celui-ci. Ouais, le Nasdaq, c'est pas tout à fait la même résistance, mais bon, on s'y approche. Mais en tout cas, c'est la même observation. Par contre, on n'a pas de divergence baissière sur du journalier. Voilà donc sur le 4 heures. 4 heures, on en a une. 4 heures, c'est assez net. Vous voyez, là, depuis ce moment-là, même depuis ici, hein, finalement, on a des sommets de plus en plus bas. Nous avons des sommets de plus en plus bas, mais le RSI qui rebondit sur 50. Donc si le RSI 80 passe sous 50, pareil, ce sera un argument en faveur de la baisse des marchés actions. Pas seulement du Nasdaq, mais des marchés actions. Et les bandes de Blanger également seront des bandes. La bande inférieure sera une bande assez intéressante qui nous donnera un signal d'achat, de vente intéressant si le prix clôture en dessous. Donc voilà, dernier signaux à surveiller sur les indices, mais concrètement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça sent de moins en moins bon pour les indices. En tout cas, tant qu'on est sous ces résistances, que ce soit le Nasdaq, que ce soit le S&P, que ce soit le Russell 2000, concrètement les perspectives sont baissières. Hein. On a fait 20% en ligne droite du S&P 500. Voilà, on a eu des records hein, d'un point de vue technique. On a eu des records. Hein, on envoie, alors je ne sais plus, j'ai vu ça sur Twitter, ça a vérifié, mais comme quoi le S&P a fait son plus long rallye haussier au-dessus de sa moyenne mobile à 10 séances de son histoire, ou je ne sais plus depuis combien de temps. Enfin bref, le Nasdaq a fait 10 séances consécutives de hausse, c'est une première depuis 1999. On voit qu'on a eu l'euphorie. On est passé d'une extrême panique en décembre à de l'extrême euphorie au premier trimestre. Donc on a eu tout l'inverse. On a eu tout l'inverse. Là, on prend 20% de hausse, 20% d'un trimestre, c'est énorme. Donc faut s'attendre à une digestion. Hein. Faut s'attendre à une respiration, à des prises de bénéfices. Donc Brice nous dit toujours pas convaincu de la remontée. Voilà, sur le DAX, c'est vrai qu'on a une remontée importante. Ensuite, on a une baisse. Vous voyez, en intraday. Alors non, pardon, en intraday, excusez-moi. Alors, en 1 heure. Alors, ça c'était vendredi. Oui, donc on ouvre avec un gap jusqu'à l'ouverture des marchés américains. On va dire que j'étais plutôt content de moi parce que j'étais plutôt correct dans la tendance du marché. Je vous rappelle que j'indiquais que le fait qu'on n'avait pas de chiffre macro attendu, pas de rendez-vous, on devrait rester entre le plus haut et le plus bas de vendredi. Ça a été fait, sauf qu'à l'ouverture des marchés américains, voilà, on a eu ce mouvement baissier important. Et là, concrètement, déjà, on est en train de finalement combler le gap. Vous voyez, on est en train de combler ce gap-là. Donc, et d'ailleurs, on l'a fait. Hein. D'ailleurs, on l'a fait, puisque vous voyez, le plus haut, il est ici. Et on a comblé ce gap puisqu'on est revenu, ce chandelier est revenu chercher. Donc le gap est comblé. Le gap est comblé. Alors en journalier, vous voyez ce que ça donne, 11 692, on s'approche de la moyenne mobile à 200. Alors en journalier, il n'y a pas grand chose à dire, on n'a pas de divergence. Voilà, en journalier, ça reste bullish hein, pour le moment. Au journalier, on n'a pas de quoi s'inquiéter, si ce n'est qu'on a une piercing line, dark cloud cover, pardon. Piercing line, c'est l'inverse, dark cloud cover, puisqu'on clôture, vous voyez, on a un gap haussier et ensuite on clôture au-delà de la moitié du précédent chandelier. Donc là, c'est un signal qui est baissier. Ça, c'est un avalement, ça, c'est un dark cloud cover. D'ailleurs, il me semble que j'ai un indicateur pour donner tout ça. Configuration chandelier. Voilà, couverture en nuage noir.
Voilà, vous voyez qu'on a une couverture en nuage noir. Bon, c'est en version française, hein. Mais bon, là on a une figure de retournement. Nous avons une figure de retournement. Maintenant, voilà, en journalier, pour le moment, ça reste boule le DAX, hein. Ça reste boule. En 4 heures, regardons de plus près. Bon, bah, divergence baissière, on peut le constater, hein, c'est assez net. Alors là, je suis sur du 14 périodes, je vais me mettre sur du RSI 7 périodes. RSI 7. RSI 7. Et voilà. Donc là, on voit, on a une belle divergence baissière. On a une belle divergence baissière. Et voilà. Donc ça revient à mettre en cause le mouvement haussier de court terme. Donc ça, on peut l'enlever. Donc DAX, un retour à 11 426 à court terme me semble possible. Et si on a finalement un sell-off sur les indices américains, ça devrait se répercuter également sur les indices européens qui n'ont pas de raison de monter sans les États-Unis. Donc un retracement de 38%, c'est-à-dire un retour vers 11 126 sera clairement envisageable. Oui, mais dans l'attente et l'espoir de l'accord, quels catalyseurs sont susceptibles de provoquer une baisse importante? Alors, baisse importante, excellente question. Alors, une baisse importante, bah finalement, si on n'a pas d'accord commercial, puisque pour le moment, c'est pas vraiment officialisé, on n'a pas de communiqué de la Maison Blanche ou de communiqué de la Chine qui indique qu'un accord commercial a été trouvé. Donc ça pourrait être un facteur de baisse, parce que là, vous savez bien que le marché a pricé l'accord commercial. Si finalement on n'en a pas, ce qui est possible, hein, ce qui est possible, eh bien on aurait une importante baisse des marchés. Autre point, bah, c'est le Brexit. Vous savez que le Brexit, c'est autant une menace qu'une opportunité pour les marchés. À court terme, je parle bien. Si on n'a pas d'accord sur le Brexit, si le Parlement britannique ne vote pas en faveur du texte de divorce le 12 mars prochain, donc il me semble c'est mardi la semaine prochaine. Oui, c'est mardi la semaine prochaine. Donc si mardi le Parlement britannique rejette le projet de divorce, ça pourrait être un catalyseur susceptible d'aversion au risque. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, on a, je vous rappelle, les voitures européennes qui pourraient être taxées. On attend l'annonce de Donald Trump, hein, enfin de Washington plutôt. Qu'est-ce qu'on a? On a également avec le Japon. Vraiment, on peut avoir des catalyseurs qui peuvent venir sur le commerce, tout ce qui va être en lien avec la croissance mondiale, ça va impacter les marchés actions. On voit que le marché est extrêmement sensible à la croissance mondiale. Ça peut être des chiffres macro. Ça peut être des chiffres macro. Là, actuellement, on a une accumulation de chiffres macro décevants aux États-Unis, PMI, hier, dépenses de construction. On a eu la confiance des consommateurs. Voilà, on a de plus en plus des mauvaises statistiques, or qu'on a déjà en Chine. Là, on parle de la première puissance économique mondiale. Voilà, donc les deux premières puissances économiques mondiales, on a des statistiques qui déçoivent de plus en plus. Ça peut être aussi un facteur de baisse pour les marchés. Voilà, donc on en a plusieurs, hein. On a la macro et on a l'aspect politique. Alors, le Russell 2000 est souvent précurseur de changement de tendance, c'est bien de l'évoquer. Alors, c'est surtout les small caps. Le Russell 2000, c'est des mid caps. Donc le small cap, c'est le S&P 400 ou S&P 600, je me souviens jamais, je confonds. Alors, SP 400. Alors, donc, c'est 600, voilà. SP 600. Alors, souvent, hein, c'est pas la plupart, enfin, c'est pas tout le temps, hein, ça serait trop beau sinon. Donc, c'est bien SP 600, hein. Alors, laissez-moi vérifier ça. SP 600, small cap, voilà. SP 600. Donc là, on est sur du SP 600 et vous voyez que là, la baisse, elle commence, hein, elle commence. Donc, on dit que les small caps, c'est un indicateur leader. Voilà, maintenant, c'est pas tout le temps le cas, hein. Si ça serait du 100% des cas, tout le monde le serait et tout le monde regarderait le S&P 600. Voilà, donc c'est toujours à prendre avec des pincettes ces informations. Mais c'est un argument en faveur de la baisse, puisque moi, on a une divergence. Ici, on avait une belle divergence, regardez. Belle divergence. Premier signal de vente, une fois qu'on a cassé ce support de momentum. Deuxième signal, puisqu'on a clôturé en dessous de 50 hier. Voilà, d'un point de vue momentum, on passe en territoire bearish, hein. On passe en territoire bearish, c'est-à-dire qu'il y a plus de pression vendeuse que de pression acheteuse sur le prix. Donc ça, c'est signal baissier, sans compter, je rappelle, les divergences haussières sur le VIX
le VVIX. Voilà, ça fait quand même une accumulation de signaux. Alors, Crédit qui n'a pas compris, alors persil quoi, dark machin. Alors, en fait, les figures de chandelier japonais, on a des figures de retournement, on n'a pas que les double top, ça c'est des figures de retournement mais chartistes. Donc, vous avez des figures dans le chandelier japonais qui sont des figures de retournement. Et pour cela, eh bien, moi j'ai mon collègue Nizar qui a fait un article dessus que je vous invite à lire. Et voilà, vous avez Piercing Line, bon, l'inverse c'est Dark Cloud Cover. Donc ouais, ça c'est la Piercing Line, c'est une figure de retournement haussière. Nous, ce qu'on avait, c'était l'inverse. C'était une figure de retournement baissière. C'est-à-dire qu'on avait un grand chandelier haussier, ensuite on avait un gap à la hausse, et finalement la clôture du second chandelier qui était inférieur à la moitié du précédent corps. Alors comme ça semble un petit peu chinois. Bon, en même temps, c'est japonais. Mais voilà. Donc, je vous invite à lire cet article. C'est des figures de chandeliers. Et d'ailleurs, alors j'ai eu le temps hier de faire un tour sur le site de Bulkowski, vraiment de fouiller. Hein, j'ai pris beaucoup de temps. Et je vous invite vivement à le lire. Hein, il est très très intéressant. Vous avez notamment candles. Donc là, vous avez candles pattern. Et là, bah, vous pouvez avoir toutes les patterns. Donc nous, Dark Cloud Cover, voilà, c'est ici. Alors moi, je le dis en anglais parce que j'ai appris l'analyse technique sur des livres en anglais, des formations anglaises. Donc c'est pour ça que les termes français, je les connais pas tous. Voilà. Mais je pense que de toute façon, quand vous faites de l'analyse technique, si vous pouvez l'apprendre en anglais, c'est mieux parce que finalement, vous aurez beaucoup plus de ressources éducatives et même d'analyse en anglais qu'en français. En français, vous pouvez en trouver sur Internet, mais en termes de ressources éducatives, il y a vraiment une grosse différence entre ce qui est disponible sur Internet en français et ce qui est disponible sur Internet en anglais. Voilà, donc si vous pouvez apprendre l'anglais, si vous avez un minimum de connaissances en anglais, pas forcément le besoin d'être bilingue, mais voilà, je vous invite plutôt à apprendre en anglais les termes techniques. Hein. Donc vous voyez, Dark Cloud Cover, c'est exactement ce qu'on a. Un chandelier haussier, ensuite second chandelier, ça gap à la hausse, mais finalement on a un retracement intraday et ce chandelier vient clôturer au-delà de la moitié du précédent corps. Et donc là, le S&P, je reviens dessus. Hop, pardon, tac. Alors qu'est-ce qu'on a? Un chandelier de hausse, ça gap, et finalement on clôture au-delà de la moitié du corps. Dark Cloud Cover, figure de retournement. Est-ce que c'est fiable? Overall Performance Rank, alors 22, c'est pas énorme. Bearish Reversal, 60% du temps quand même. Hein. C'est une figure de retournement 60% du temps. Voilà, tout simplement. Donc il y a pas, c'est pas non plus. Ouais, donc sur 103 configurations chandelier japonais, elle est classée 22. Donc 103, c'est la pire, 1, c'est la meilleure. Donc 22 sur 103, c'est quand même partie du quart, même un cinquième, 20% des meilleures configurations. Donc c'est pas non plus la meilleure, mais c'est pas non plus une qu'il faut ignorer. Il y en a qu'il faut totalement ignorer. Il y en a qui même pas besoin de les connaître. Hein. Il en existe une centaine, comme vous pouvez constater. Honnêtement, il y en a que 20 qui sont entre guillemets efficaces. Et encore. On parle de baisse des marchés, dont le DAX, mais rien que ce matin, on dirait plutôt qu'on en a encore pas mal de force pour monter. Alors oui, pour un moment, faut savoir, les marchés, c'est beaucoup comme ça. Hein. On a une séance de baisse, ensuite on a une séance de rebond. D'accord? Souvent, regardez le dollar, regardez l'or, c'est souvent comme ça. Parfois c'est une séance, parfois c'est une semaine. On va avoir une semaine de baisse sur le gold. L'autre semaine, il y a beaucoup plus de chances qu'elle soit haussière. Beaucoup plus de chances qu'elle soit haussière. Je dis pas qu'il y a 100% de chance. Mais donc c'est comme ça. Pour le moment, on n'a pas le catalyseur qui viendrait justifier un sell-off. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas une poursuite de la baisse. On n'a pas de mouvement baissier parce qu'on n'a pas de catalyseur. Mais là, on voit que le marché, on le sent, il est tendu. Hein. Hier, on a une baisse. Honnêtement, on ne sait pas trop la raison. Il y a certains analystes qui estiment que c'est à cause de la baisse de dépenses de construction inattendue qui a justifié cette baisse. Mais bon, une baisse quand même du plus haut au plus bas, on a une baisse de 1%. Une baisse de 1% alors que le dimanche, donc la veille, ce qui n'avait pas été pricé, on a eu le Wall Street Journal qui a indiqué, je rappelle, qui a indiqué que on avait un accord commercial qui pourrait être signé d'ici la fin du mois. Donc en théorie, ça aurait dû être boule. Vous voyez, c'est pas pour moi la baisse inattendue de la dépense de construction qui a justifié
une baisse intraday de moins 1,84%. Donc on ne sait pas trop à quoi est due cette baisse. Il n'y a pas réellement de raison. Alors ça peut être un cocktail de raisons, hein. Je pense que voilà, le marché, il manque dorénavant d'arguments pour payer davantage. Je rappelle, on a une hausse de 20%. Enfin bref, je vais pas tout répéter, mais vous connaissez la configuration actuelle. Donc faut vraiment un argument concret pour pousser le S&P plus haut et faut un argument baissier pour shorter le S&P. Pour le moment, on n'a aucun des deux depuis la semaine dernière. C'est pour cela que le S&P, il n'y a rien. Là, ce que nous a prouvé le S&P hier, c'est qu'il faut du concret sur le plan commercial. Le Wall Street Journal a indiqué qu'il y aurait un accord signé, mais on voit que ça n'a rien fait. Donc ça nous prouve que il faut du concret, il faut du officiel. S'il y a pas si c'est pas officiel, s'il n'y a pas d'accord officiel, il n'y aura pas de hausse. Voilà. Donc l'accord, les espoirs, il n'y a plus d'espoir. Enfin, maintenant l'espoir ne soutient plus vraiment les marchés. Hubert qui nous dit je doute d'une baisse lorsque tout le monde y croit, c'est vrai, tout à fait d'accord. Effet contrarien, c'est quand les petites mains seront massivement à l'achat que la baisse interviendra. C'est vrai aussi Hubert, je comprends tout à fait ce point de vue et moi aussi ça me gêne que voilà la majorité soit baissier, mais bon, en même temps moi je porte avant tout un intérêt à l'analyse technique, bah voilà, on est sous résistance, qu'on n'arrive pas à dépasser depuis une semaine, on a un dark cloud cover, on a des divergences, ça me suffit pour être bearish. Je vais pas être à l'encontre de ces signaux-là. Donc oui, c'est vrai que j'aurais aimé qu'on ait une majorité de bullish parce que voilà, ça aurait renforcé l'analyse puisque l'analyse contrarienne est souvent meilleure. Mais voilà, je vais pas non plus ignorer les signaux de vente qu'on a actuellement. François qui nous dit 2500 sur le 25 000 sur le dos, 2003 sur le S&P. Alors pas, je pense pas. Faudrait vraiment un catalyseur très 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 négatif, c'est-à-dire si on n'a pas d'accord commercial entre les États-Unis et la Chine, si en fait tout ça c'était du vent, oui, on ira chercher probablement ce niveau de prix. Maintenant, vraiment, le premier support majeur, ça sera les 2600. Donc, à la rigueur, si on passe sous 2600, pourquoi pas aller chercher les 2323. Mais voilà, premier support majeur sur le S&P, c'est les 2600. Faut pas ignorer ce niveau de prix. Voilà, je passe. Alors, l'or qui est en baisse, hein, pour ça, qui est en train de faire qui a fait sa 5e séance consécutive de baisse. On commence à entrer dans une zone de retracement, mais bon, je pense qu'on peut aller encore chercher un peu plus bas. On a quand même une puissance du dollar qu'on va voir dans un petit instant. En 4 heures, bon, on a un aplatissement de momentum, on a même un petit rebond, mais bon, on peut continuer à avoir une poursuite de la baisse jusqu'à 1276, qui pourrait être un niveau de prix intéressant, puisque vous voyez, en journalier, ça correspond à plusieurs niveaux de prix. Déjà, le plus bas de janvier, vous voyez ce support, ça correspond également à 38% de retracement de cette tendance, et 50% pardon de retracement de cette tendance et 38% de retracement de cette tendance. Donc là, on a psychologiquement une zone de prix qui semblerait intéressante pour passer à l'achat d'après les retracements de Fibonacci. Donc voilà, 1276, moi j'attendrai un retour à ce niveau de prix pour commencer à m'intéresser à l'achat. Je dis pas que si on vient à ce niveau de prix, faut acheter directement. Non, faut attendre des signaux bullish. Pour le moment, mis à part une divergence qui est loin d'être validée puisqu'on est loin de 50, il n'y a rien, pour moi c'est bearish. Hein. Le gold, il y a encore une marge de baisse. Et le dollar est assez puissant ce matin. Le dollar, il continue à être haussier. Regardez, DXY plus 0,16, alors qu'on est en début de journée. Donc c'est quand même pas mal. Donc DXY qui rebondit, vous voyez, finalement en bas sur cette oblique. Hein. En 4 heures, alors le rebond qui avait été précédé, il semblerait par voilà, cette divergence que je n'ai pas vue. Divergence que je n'ai pas vue, validée à ce moment-là, le jeudi à midi, puisque le RSI clôture au-dessus de cette résistance de momentum, et ensuite le chandelier d'après, on clôture au-dessus de 50, donc on avait, voilà, à 16h, on avait la confirmation à 100% de cette divergence, et là on voit, on retrace déjà 50%, même 62% de cette baisse, donc voilà, là c'est, pour le moment, c'est boule, on n'a pas de divergence en 4 heures, allons sur du horaire, on a une div, donc si le RSI, vous savez, passe sous 50, bon, il va falloir arrêter de l'achat du dollar sur du court terme, mais uniquement si on passe sous 50. D'accord? La divergence, déjà la divergence peut se creuser, et en plus de cela, on peut avoir des rebonds sur 50 du RSI. C'est du vu et du revu, hein, ce genre de scénario. Donc, voilà.
Attention à ne pas se précipiter à la vente du dollar, bien qu'on ait une divergence. Vous voyez que le RSI, là, on a eu un rebond à 50. Là, on avait une divergence. On a une petite baisse, d'accord, ok, une baisse voilà, d'une moitié de journée. Mais finalement, le RSI qui arrive proche de 50 et on rebondit. Donc voilà. Voilà, pour le moment, le dollar, c'est bull. Bien qu'on ait une divergence, ça reste bullish. Maintenant, voilà, on teste quand même une oblique qui, vous voyez, c'était la ligne de coup de l'ETE. Donc là, on est sous résistance. Mais pour le moment, on n'a pas de signaux baissiers. On n'a pas de signaux baissiers sur du court terme. L'eurodoll 1,1321. Bon, alors je pense qu'avec un peu de patience, on peut attendre un retour de l'euro-dollar à 1,13. Hein. Je refais voir rapidement l'hebdo. Mais bon, l'hebdo, on est à 1,13, un niveau de support très très important. Ça correspond à la moyenne mobile à 200 semaines. Ça correspond également au bas de ce canal en rouge. Ça correspond également au haut de ce canal en bleu. Donc voilà, là, 1,13, il y a de quoi justifier des achats de long terme. D'autant plus que le RSI, on le voit, tourne de plus en plus bullish. Alors, il est toujours dans un momentum qui est majoritairement baissier, mais on voit qu'il rebondit. Il manque plus que sur de l'hebdo, le RSI clôture de 50 et ses stratégies d'achat de long terme jusqu'à 1,20. Ou du moins de moyen terme. Voilà. Mais vous l'avez compris, si le RSI passe au-dessus de 50 et l'idéal, c'est que le cours clôture au-dessus de la bande supérieure de Bollinger qui est actuellement à 14,71, bah là, ce sera stratégie longue, direction 1,20. À court terme, c'est pour ça que je pense qu'un retour à 1,13 peut être intéressant si on spécule sur un rebond de long terme. Maintenant, voilà, faut savoir que c'est risqué parce que, encore une fois, d'un point de vue du RSI, on n'a pas notre signal d'achat pour le moment. Le RSI est toujours sous 50. Donc, pour ceux qui décident d'acheter à 1,13 sur du moyen long terme, ok, ça se justifie selon l'année, enfin, ça se justifie, mais sachez que techniquement, on n'a pas encore les signaux haussiers, donc c'est de l'anticipation. L'anticipation, c'est plus risqué. Donc voilà. Mais je comprends l'achat à 1,13. Parce que d'un point de vue ratio rendement, vous risquez quoi? Vous risquez, allez, une centaine de pips si on doit faire large. Vous voyez, on peut même faire 90, voire même 75, pour aller éventuellement déjà 1,15, en chercher près de 200. Mais si le RSI hebdo clôture au-dessus de 50, on ira beaucoup plus haut que 1,15 à mon avis. On ira au moins 1,18 au grand minimum. Donc 500 pips. Ouais, ça fait un rassemblement de 5. Donc je comprends l'achat à 1,13. Je comprends totalement. Maintenant, il faut savoir que c'est beaucoup plus risqué que si on attend que le chandelier hebdo clôture au-dessus de sa bande supérieure de Bollinger, puisque là on est en train de faire un squeeze. Vous voyez, on est en train de faire un squeeze, puisque la bande supérieure est en baisse, la bande inférieure est en hausse. Donc là, ça se resserre, ça s'appelle le squeeze. Et en plus de cela, on a le RSI qui rebondit. En fait, on est un petit peu, alors je dis pas qu'on va avoir un bull market comme celui-là, mais regardez, à ce moment-là, on fait le point bas sur la bande inférieure de Bollinger, d'accord? Point bas, bande inférieure de Bollinger. Ensuite, on a le rebond, la bande inférieure, et on a la baisse qui avait déjà débuté avant de la bande supérieure. Donc là, on avait le squeeze qui était en cours. Ensuite, divergence, et on avait le signal d'achat à ce moment-là, lorsque le RSI clôturait au-dessus de 50. Vous voyez? Et ensuite, on a une belle hausse. Donc, je pense pas qu'on aura une hausse aussi importante. Hein. Mais, en tout cas, ça me semble possible qu'on ait, oui, une hausse d'au moins 500 pips depuis 1,15, depuis 1,13. Clairement. Alors, l'Euro 4, j'en parle parce que vous savez, jeudi, j'en avais parlé. Je ne sais pas qui avait suivi la stratégie d'achat de l'Eurocad. Il me semble que j'en avais parlé dans le webinaire. Hein. Eurocad, que voilà, ça m'intéressait à l'achat. Alors, très déçu puisque erreur un peu de débutant que j'ai fait jeudi. En fait, on avait un beau chandelier ici haussier, d'accord. On était au plus haut de la séance. On dépassait un 50. On sortait de cette oblique en rouge, d'accord. Voilà, c'était boule pour moi. Achat, donc, j'avais acheté le recal donc jeudi dans l'après-midi. Stop sous le récent plus bas, voilà, pour optimiser le ratio risque-rendement. Et le vendredi matin, donc, j'avais acheté à ce moment-là à peu près. C'était ici. Donc, j'avais pas attendu la clôture journalière. Hein. J'avais pas attendu la clôture parce qu'en fait, la clôture journalière, ouais, elle s'est faite sous un 15. Sous un 50, pardon. Sous un 50. Donc, finalement, là, il n'y avait pas de signal d'achat en journalier. Mais en 4 heures, voilà, j'avais acheté vers ce moment-là. J'avais mis un stop juste en dessous ici, en dessous de ce plus bas. Et vendredi matin, le stop touché et ensuite près de 200 pips de hausse. Donc là, un petit peu sur l'Euro 4, je ne sais pas qui était passé à l'achat, mais voilà, c'était un petit peu. Bon, pour ceux qui sont toujours, écoutez, je pense que
L'achat est totalement justifié, hein. Encore une fois, sur du moyen terme, regardez en journalier. Divergence, le RSI qui a clôturé au-dessus de 50 vendredi. Mais c'est trop tard pour passer à l'achat maintenant. Parce que je me suis posé cette question, hein, du coup, est-ce qu'il faut passer à l'achat? Si on décide de passer à l'achat maintenant, on fait quoi? On met un stop tout le reste en plus bas, ça fait quoi? 185 pips de risque pour 150 pips, 160 pips de gain. Ça en vaut pas la peine. Ça en vaut clairement pas la peine. Alors que jeudi, j'avais un ratio de rendement de 4, hein, il me semble. Donc voilà, oui, quelle frustration, Edgy. Exactement. Vraiment frustré pour le coup. J'avais hésité de mettre un stop soit sous ce plus bas là, soit sous celui-ci. Si je l'avais mis en dessous de celui-ci, bah, voilà, j'étais toujours dedans et j'étais en haut, en hausse de 100 pips net. Donc ça aurait été parfait. Ce qui n'est pas le cas. Mais pour ceux qui sont à l'achat actuellement sur l'Eurocad, c'est direction en 52,64, hein. Voilà. Voilà donc pour l'Eurocad. Voilà pour l'Eurocad. Alors pourquoi je suis bullish Eurocad? Bon, bah, je vous fais voir les indices l'indice euro équipondéré sur du daily. Sur du daily, bah regardez, on a une belle divergence, hein. Je pense que tout le monde la voit ici. Belle divergence, beau rebond du momentum. Ça commence à rebondir sur l'euro dollar. Certes, on est dans un triangle descendant, ce qui est une figure de retourne, enfin, une figure baissière normalement, mais mais pour le moment, on a un support qui tient. Donc, je n'irai pas shorter l'euro sur du moyen terme. Par contre, si l'euro demain passe sous ce niveau de support, là, ce sera extrêmement bearish pour les paires en euros, d'une manière générale, que ce soit l'euro-dollar, que ce soit les autres paires en euros. D'accord? Mais là, on a une perspective haussière, selon moi, RSI qui clôture du 50. Donc voilà. C'est pour ça que l'euro, je suis haussier, et que le CAD, à l'inverse, regardez le CAD malgré le pétrole, qu'est-ce qu'on a sur le CAD? Eh bien, à l'inverse, on a une divergence baissière. On a une belle divergence baissière. Donc là, en plus, le RSI passe sous 50. C'est baissier CAD, en perspective baissière sur le CAD, clairement. Clairement, donc c'est pour ça que l'Eurocad, je m'étais intéressé jeudi à l'achat. Mais finalement, voilà, c'est un peu dommage. Alors, DAX 11 600, comme quoi même quand les bougies font du piercing dans les pros comme dans les particuliers sont vendeurs, si ça décide de monter, cela monte. Alors c'est pas piercing, c'est Dark Cloud Cover sur le S&P. Alors peut-être pour sur le DAX également, hein, mais DAX. DAX, oui, on avait un Dark Cloud Cover également. Piercing Line, c'est l'inverse. C'est l'inverse, mais sauf c'est une figure de retournement à la hausse. Et oui, là on a un rebond. Encore une fois, on n'a pas de catalyseur baissier pour le moment. On a eu de la nervosité hier, on n'a pas de catalyseur baissier. Et après une importante baisse, comme vous savez, c'est retour au prix médian, hein. Dès qu'on a une réaction émotionnelle d'investisseur, dès qu'on a quelque chose qui est trop émotionnel, d'accord, un mouvement trop important, on a un retour à la médiane, ce qu'on appelle. Sauf que la médiane, personne ne connaît réellement la médiane, hein. D'accord? C'est la médiane, c'est la normale, si vous voulez. Personne ne connaît le prix normal. D'accord? C'est que le marché qui va nous l'indiquer. Mais en fait, la logique, c'est que dès qu'on a eu un mouvement émotionnel, donc un mouvement trop important, que ce soit à la hausse ou à la baisse, eh bien, on a un retour, ce qu'on appelle anormal. Faut s'attendre à un retour anormal. Et, euh, et voilà, ça peut prendre quelques séances, comme ça peut prendre quelques heures. Donc là, oui, naturellement, on a un rebond. On a un rebond. Mais voilà, pour le moment, on n'a pas. Le plus important, c'est le S&P, hein. Le DAX, les marchés, les indices européens, ça monte. Là, depuis la semaine dernière, ils ont monté. Mais pas le S&P. Le S&P, c'est le plus important. Le S&P, depuis la semaine dernière, il plafonne. Donc là, sur le contrat futur, ça rebondit, mais on reste toujours en dessous des 2821. Donc moi, je pense que ce rebond est une opportunité pour les traders qui souhaitent passer à la vente au meilleur prix possible finalement. Parce que le stratégie d'invalidation, c'est si on passe au-dessus des 2821. Donc finalement, moi, je pense que si on a un retour à 2800, bah, autant en profiter pour passer, comment dire, à la vente. Comme ça fait finalement un stop de 20 pips au lieu de 40. Et du coup, ça double le ratio risque-rendement. Donc voilà, ce rebond peut être une opportunité pour se positionner à un meilleur niveau de prix. Oups, excusez-moi. Hop, voilà. Donc oui, les indices européens, c'est pas la même. Enfin, c'est une configuration qui est assez similaire au S&P, mais on voit que ils sont beaucoup plus. Ils ont, enfin, les acheteurs sont beaucoup plus nombreux sur les indices européens à court terme, puisque les indices européens ont inscrit des nouveaux sommets annuels la semaine dernière, ce qui n'est pas le cas du S&P.
Alors au niveau de l'euro HBP, alors l'euro HBP pour moi il n'y a pas grand chose. Retour à 0,8620, ça peut être une opportunité pour shorter direction les 0,85 puisqu'on refait, vous voyez, un pullback. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors nickel qui bondit ce matin, enfin qui bondit, qui prend 2% en tout cas. Techniquement c'est assez propre, hein. Vous voyez, tendance baissière. Alors je vais mettre sur l'autre graphique. Voilà, journalier. Donc tendance baissière, label oblique, la divergence, donc rebond du momentum, on clôture au-dessus, on retrace 50% de cette baisse. Prise de bénéfice, on revient en bas, enfin voilà, on retrace une partie. Concrètement, on retrace combien? On retrace, allez, 38% de cette hausse, un peu plus de 38, entre 38 et 50, et on a le nouveau mouvement haussier. Donc là, on peut s'attendre à un mouvement de la même hauteur, donc un objectif vers, voilà, 15 dollars. Objectif haussier jusqu'à 15 dollars. Mais puisque c'est un métal industriel, ça nécessiterait de la péthéorie, parce que le métal industriel, on va dire, corrélé à la croissance mondiale. Si on a des bonnes perspectives sur la croissance mondiale, si on a une amélioration plutôt, une amélioration des perspectives sur la croissance mondiale, on va avoir une hausse des métaux industriels. Ce qu'on a actuellement ce matin, copper, nickel. Pourquoi? Tout simplement parce que la Chine a indiqué, enfin le gouvernement chinois a abaissé une baisse d'impôt de 269 milliards d'euros pour cette année, des nouvelles aides aux petites aux PME, et j'en passe, des nouvelles mesures, ce qui est pas nouveau, mais voilà, c'est des nouvelles mesures, donc forcément à court terme, ça soutient l'appétit au risque, mais voilà, ça dure en général, c'est un mouvement qui dure qu'une séance, hein. Donc je ne suis pas du tout, enfin voilà, c'est un mouvement vraiment très éphémère, ce qu'on a ce matin. Alors, de quoi on peut parler? Alors, pétrole, rien n'a changé depuis hier, hein. Oui, on reste à l'oblique. Voilà, c'est neutre, enfin neutre à très court terme, mais à moyen terme, on reste au-dessus de la ligne de cours, donc ça reste haussier. Alors les questions, je regarde les questions s'il y en a. Bonjour Antin, que penses-tu de l'euro AUD? Alors l'euro AUD, on me pose souvent cette question. Moi, c'est pas une paire que j'apprécie énormément l'euro AUD parce que ça réagit un peu de la même. L'euro et l'AUD réagissent un peu de la même façon. Bien que l'euro soit pas une paire, une devise commodities, c'est que l'euro a une influence quand même particulière sur le dollar et tout comme l'or. Et donc du coup, on constate une corrélation extrêmement positive entre l'euro et l'or, plus qu'entre l'or et l'AUD. Donc voilà, l'euro finalement est assez proche. L'euro dollar est finalement assez proche de l'AUD USD. Voilà, je regarde, je vous fais voir l'euro dollar. AUD USD. Vous voyez? Donc finalement l'euro UD c'est en fait ça permet de l'euro UD ça permet de neutraliser l'effet dollar. C'est vraiment une paire qui permet de neutraliser l'effet dollar. Alors vous me direz oui bah comme toutes les paires mineures, eh bien non. Non parce que par exemple si on prend de l'euro CAD, on sait que le CAD n'est pas énormément influencé par le dollar, il est surtout influencé par le pétrole. Donc si vous faites l'euro CAD, bah l'euro il sera influencé par le dollar, donc finalement il y aura un effet dollar sur l'euro CAD. Mais là, puisque les deux sont influencés par le dollar, eh bien c'est des dénominateurs en commun, donc vous les supprimez. D'accord? Voilà, donc l'euro AUD, ça permet de neutraliser l'effet dollar dans l'équation. Donc quand vous tradez l'euro AUD, ça peut paraître bête dit comme ça, mais c'est pas le cas de tous les paires mineures comme je viens de vous le démontrer. Euh, L'euro AUD, c'était vraiment, vous n'avez pas d'effet dollar. C'est-à-dire tout ce qui va venir par rapport à la macro américaine, par rapport à la Fed, etc., n'aura pas réellement d'impact sur l'euro AUD. En tout cas, on aura beaucoup moins que les autres paires mineures. Voilà, donc l'euro UD, si vous voulez ne pas trader le dollar du tout, eh bien l'euro UD est une bonne paire. Donc techniquement, je vais vous dire d'un point de vue technique, parce que c'est pas une paire que je surveille énormément sur du comment dire, bah de tous les jours hein, finalement. L'euro UD, alors journalier, je vais refaire l'analyse technique. Voilà, mensuel. Et là, plus haut, résistance. Hop, celle-ci n'en pas besoin. Alors je vais mettre ce niveau-là, ouais, support. Même j'aurais pu mettre celui-ci. Voilà. Support,
devenu résistance. En hebdo. Alors, attendez, en mensuel. En mensuel, on a une belle divergence. Hein. Regardez. Elle est loin, elle n'est pas encore validée. Mais regardez l'euro AUD. Baisse du momentum, RSI à 55, donc on a encore un peu de temps, quelques mois, enfin en tout cas ce mois-ci il est au-dessus de 55, donc peut-être qu'à la clôture à la fin du mois on sera en dessous de 50. Ça m'étonnerait parce que ça nécessiterait une baisse importante, mais bon, tout est possible. En hebdo, non, on n'a pas de divergence. On n'a pas de divergence, donc là l'euro AUD, en hebdo, il n'y a pas grand chose à faire. Et en journalier non plus. Alors on a un squeeze hein, qui est a priori en train de se faire. À l'image du RSI, le RSI qui fluctue autour de 50 depuis le début de l'année. Regardez, depuis le début de l'année, c'est neutre. C'est neutre parce que quoi? Parce qu'on a une BCE et une RBA qui sont tous les deux dovish, enfin qui tournent davantage dovish. Donc en fait, on n'a aucun mouvement. Qu'est-ce qu'on a de nouveau depuis le début de l'année sur la BCE? Rien. Et sur la RBA, rien du tout. Enfin, si, on a plutôt, enfin, à part le fait que les deux banques centrales tournent dovish, on n'a rien de nouveau. On n'a pas une banque centrale hawkish et une banque centrale dovish. Les deux sont dovish. Donc voilà, finalement, on n'a rien qui justifierait un achat. Alors là, on n'a rien qui justifierait un achat, un achat euro ou AUD. Donc là, on est dans un beau canal hein, quand même. Creux, sommet, creux, sommet, creux, sommet. Donc là, c'est clairement validé. Hein. Ce canal, il est clairement validé. Si on revient en bas, il va falloir s'intéresser aux positions longues. Vous voyez que là, on vient en bas du canal, divergence. Alors déjà, pardon. Donc là, on trace le canal puisqu'on a les deux points de contact. Résistance ici. Donc à partir de ce moment-là, c'était possible voilà, de tracer le canal. Ensuite, on vient chercher le haut, on commence à avoir une divergence baissière, donc signal baissier. On vient chercher le bas du canal, divergence haussière, signal bullish. On vient en haut, divergence baissière, signal baissier, et là, on est neutre. Donc, soit on va chercher le bas du canal, auquel cas, il faudra s'intéresser aux positions longues, ou soit on remonte en haut. S&P 500 peut aller à 2890 avant de partir vers 2600. Oui, c'est possible, mais bon, moi, encore une fois, le seuil d'invalidation, c'est vraiment 2820 points. 2820, c'est le seuil d'invalidation. Si on passe au-dessus de 2820, on va chercher plus haut. Alors l'euro UD va-t-il descendre? Voilà, on est dans un canal haussier, donc sur du long terme, c'est bullish. Maintenant sur du court terme, on voit à l'image du RSI ou des bandes de Bollinger, c'est flat. C'est flat. Et même la moyenne mobile à 200, regardez, elle est flat. Il n'y a pas de mouvement sur l'euro UD. Ça peut autant partir à la hausse qu'à la baisse. Là, on n'a pas de signaux. Je pourrais pas vous dire qu'il faut passer à l'achat, parce que j'ai pas de signaux. J'ai pas de signaux, donc je vais pas vous dire n'importe quoi. Donc c'est neutre euro UD. Hein. Il y a absolument rien à faire, à part sur du long terme, où là, si on a un retour en bas du canal, il va falloir chercher à acheter l'euro UD. Bonjour, hier j'ai parlé d'une prise de bénéfice sur le DAX en intraday, j'avais raison encore une fois. Eh bien bravo Philippe, vous avez du mal en intraday et votre analyse du Dow Jones, on ne voit pas si hier pour vous c'est déclencheur ou pas d'un mouvement. Alors moi sur le DAX hier, comme j'ai dit, j'étais plutôt bon jusqu'à 16h, c'est-à-dire où on restait entre le plus haut et le plus bas de la veille. Voilà. Après c'est vrai que le mouvement baissier, je ne l'ai pas du tout anticipé. Si vous l'avez anticipé, eh bien tant mieux pour vous, j'espère que vous avez fait des gains. Et votre analyse du Dow Jones ne voit pas si hier, pour vous, c'est déclencheur ou pas d'un mouvement. Alors, je ne sais pas si vous avez écouté mon webinaire, Philippe. Donc depuis voilà, plusieurs séances, hein, je le dis, soit le Dow, le S&P tant qu'il reste en dessous des 2820, tant qu'il reste dans la période dans la zone de résistance, il y a davantage de perspectives baissières. Pour moi, les perspectives sont davantage à la baisse. Si on clôture au-dessus des 2820, on va chercher les plus hauts à 2940. Mais tant qu'on est en dessous, on a des signaux baissiers qui s'accumulent. Alors je veux bien, on a de plus en plus de personnes qui sont à la baisse, donc d'un point de vue contrarien, c'est pas bon. L'analyse contrarienne est en faveur d'une hausse. Mais voilà, d'un point de vue technique, si on regarde les signaux, RSI, divergence, journalier, en 4 heures, le Russell 2000, les mid caps qui baissent, les small caps qui baissent davantage. Bref, on a des signaux qui sont de plus en plus à la baisse. Alors je le veux bien, le RSI il est encore à 64, donc il est quand même assez élevé. Donc pour les traders défensifs,
faut attendre que le RSI passe sous 50 et que en 4 heures, on ait le S&P qui clôture sous sa bande inférieure de Bollinger. Ça serait un signal baissier. D'accord. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Hein. Donc ça c'est pour le S&P, mais c'est pareil pour le Dow. Hein. C'est pareil pour le Dow, donc Dow divergence baissière. Vous voyez, belle divergence, mais RSI il est à 50. On est peut-être qu'on va avoir rebond. Vous voyez, c'est trop tôt pour le dire. C'est trop tôt pour le dire. Mais c'est pareil pour le Dow ou pour le S&P, c'est-à-dire que là on a une résistance qui est à quoi 26 275 points. 26 275, c'est le seuil de validation. Si on passe au-dessus de 26 275, on va chercher les plus hauts historiques qui sont à 26 951. Donc c'est qui tout double. Voilà, après c'est à vous de faire vos choix. Et Philippe, a priori, vous avez l'air excellent sur les indices, donc prenez votre décision et achetez ou vendez comme vous le souhaitez de toute façon. Voilà. Voilà donc pour ce point de marché, merci pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et bien écoutez, je vous donne rendez-vous à 11 heures avec Vincent Gann pour un webinaire dans lequel nous allons présenter notre conviction de la semaine.